Salut à toi, je suis extrêmement heureux de te retrouver pour un nouvel épisode du Let's Trail Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et c'est le retour des hors-sentiers. Oui, j'avais pas proposé de format hors-sentier depuis un moment. Pour ceux qui ne se rappellent pas, le hors-sentier, c'est un format simple. Je fais appel à un précédent ou une précédente invitée du LTP. On discute de son actualité, de l'actualité qui s'est écoulée depuis son premier passage, et puis on évoque en longueur un sujet précis. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire rappel à Perrine Fage. Perrine Fage, c'est une invitée que j'avais reçue dans cet épisode qui a été diffusé en octobre 2020. C'était l'épisode numéro 42 et qui nous avait expliqué son enduroman. Elle nous avait parlé également de son histoire de vie, de sa passion pour l'ultra endurance de tout type, que ce soit en cyclisme, que ce soit en natation ou en course à pied. Et donc dans cet épisode, nous allons évoquer ce qui s'est passé pour Perrine depuis ses presque 4 ans. Et puis nous allons parler en longueur de sa dernière tentative de son Tour des Glaciers qui a été largement documenté dans un film intitulé Contre la montre de Valentin Orange et que vous avez pu voir pour certaines et certains d'entre vous au Trail fait son cinéma qui est un événement de 17 dates à travers la France du mois de janvier au mois de mars. Et donc je remercie une nouvelle fois Perrine de nous avoir accordé du temps au micro. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de cette nouvelle conversation avec Perrine Fage. Bonne écoute. Salut Perrine, je suis heureux de te retrouver sur le podcast presque 4 ans après. Comment ça va Perrine ? 4 ans, et non, ça passe trop vite. Merci de m'avoir réinvité, ça me fait vraiment plaisir. C'était hier, hein, mais ouais, c'est passé plein de choses en 4 ans. Ouais. Et ouais, je suis ravie d'être là à nouveau. C'est cool. En tout cas, sache que l'épisode, alors je reprends mes petites notes là, c'était en octobre 2020 et c'était l'épisode 42. Il avait fait beaucoup, il avait vraiment plu ton épisode, ta personnalité, ton naturel. Les gens avaient halluciné clairement sur ce que tu étais capable de faire sportivement, mentalement, etc. Puis je pense que voilà, globalement t'as un peu continué hein, depuis notre échange. Oui. On va rentrer dans le détail un peu plus précisément juste après. Mais pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 42 là, n'hésitez pas à retourner dans l'historique. Perrine, je te laisse te représenter rapidement si tu veux bien. Donc voilà, moi je suis Perrine, j'ai une quarantaine d'années, j'ai un peu vieilli depuis le dernier podcast. On a le même âge, Perrine. Exactement. Ah bon, ça va, donc Nous sommes tous les deux très jeunes. Et je suis juriste dans la vie, expatriée. Il y a 4 ans, j'étais dans la merde. J'avais tout perdu au Qatar à cause du Covid. En octobre, je pense que c'était pas du tout la meilleure période de ma vie. J'étais très triste d'avoir tout perdu là-bas. Et j'ai reconstruit ma vie depuis pas très longtemps après en Arabie Saoudite, où je suis maintenant depuis un peu plus de 3 ans. Depuis janvier 2021 et donc professionnellement ça va très bien, toujours expatriée, je complète toujours dans cette vie-là, même si travailler en Arabie c'est beaucoup plus difficile qu'au Qatar, c'est plus différent. Et ensuite je crois que la dernière fois on avait pas mal discuté du Swiss Peaks notamment, qui était mon premier 200 miles. Comme j'avais adoré cette distance, et après il y a eu beaucoup de trails depuis 2020 et je fais quasiment plus que du trail. Je fais toujours du vélo, mais plus pour des aventures personnelles dans le cadre de voyages ou de vélo en haute altitude. C'est quelque chose que j'aime énormément. Avec Steven toujours ? Non. D'accord. Non. Très bien. Bon, merci pour ta présentation. Enfin, le récapitulatif. On avait parlé de la Swiss Peaks, effectivement. Alors, du coup, t'as insisté sur le trail. Alors, dis-nous en plus, qu'est-ce que t'as fait comme type de trail après octobre 2020 là?
2021, j'ai enchaîné l'UTMB et la semaine d'après le Tour des Géants. Allez, au revoir, salut Perrine, passe une bonne journée. D'une douleur, alors en plus, c'est pas trop, à la limite, l'enchaînement il se fait. D'ailleurs, je vais peut-être le refaire cette année. Ce qui se fait pas, c'est d'aller à l'UTMB quand tu as passé une année. J'ai bougé en Arabie Saoudite en janvier. C'était encore le Covid à l'époque. Et puis les 6 premiers mois, comme je changeais de boulot et tout, j'ai pas pu voyager. Donc j'étais enfermée dans le pays et je connaissais pas très bien où m'entraîner avec du dénivelé, etc. Je changeais de travail, etc. Comme ça nous arrive à tous. Et donc je me suis pointée à UTMB, voilà, en claquette, hein, on va dire. Et là, ça a été, j'ai eu un UTMB vraiment très 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 difficile. Ouais. Et si bien que quand j'ai fini l'UTMB, je suis rentrée chez moi, je suis allée direct au bureau. Et là, je me suis dit, mais comment tu vas pouvoir prendre le départ du Tour dans 10 jours? Mais le corps est une machine formidable. On va dire qu'en 10 jours, j'ai récupéré et assimilé aussi, parce que voilà, quand tu prends un gros carton comme ça, si tu te blesses pas, donc ça a été ma chance. Si tu te blesses pas, quand même, ça te rend plus fort pour celui d'après. Et ça m'a permis de passer un Tour des Géants plutôt agréable, voilà, qui m'a permis de finir dans un temps qui me donnait accès au Tour des Glaciers. Donc un enchaînement UTMB Tour des Géants sans quasiment peu de préparation. Comment préparé, si tu veux, j'avais fait de la prépa physique en salle. Ouais. Du genre du renfort et tout, tu vois, mais genre un peu du renfort de salle de sport, quoi. Et en plus, à l'époque, les salles de sport, c'était qu'avec les femmes, donc les coachs femmes, c'était vraiment pas dans un environnement très propice. Et c'est pas une excuse, hein, mais c'était pour dire que du coup, j'ai enchaîné et je savais que je pouvais avoir accès au Tour des Glaciers. Mais honnêtement, quand j'ai vu le Tour des Glaciers partir, donc la veille, c'était 2 jours avant le départ du Tour des Géants, je les ai vus partir. Je savais même pas que ça existait, moi, en fait, le Tour des Glaciers. Et moi, j'étais venue pour le Tour des Géants et je les ai vus partir parce que j'étais en train de dîner dans Courmayeur. Et là, je me suis dit, mais les gars, c'est des malades mentaux. C'est rare que je pense ça quand même. Et je pleurais d'émotion, je trouvais ça super fort de voir Lucas Papi, tout le monde partir là à la guerre, quoi. Et là, je disais, mais ils vont faire quoi, les gars, là? Ils vont partir sans balisage, ils partent pour 100 bornes, ils vont faire des sommets de malades et tout. Ouais. Je crois qu'ils partent de nuit et tout. Il neigeait à moitié, enfin, il faisait froid sur les sommets. Je me suis dit, mais c'est un truc de malade. Et quand j'ai fini le Tour et qu'on m'a dit, tu peux faire les glaciers, j'ai dit, non. C'est pas en tout cas pas maintenant. J'en ai pas envie pour le moment. J'avais même pas envie. Je trouvais ça fou. J'en avais pas spécialement envie. Et puis en fait, l'idée, donc pendant l'année après, je me suis quand même pas mal remis au trail. Et puis il y a eu l'idée de la PTL qui a germé. Et là, je me suis dit, en fait, la PTL, c'est pas mal parce que ça va me donner un avant-goût d'une aventure sans balisage, sans ravito, et en équipe. Donc, du coup, je serai pas toute seule. Les parties alpines et tout ça, c'est moins angoissant quand tu es en équipe, tu vois. Et donc, je me suis dit, c'est un super step, en fait, pour le Tour des Glaciers. Si ça me plaît, on verra. Je ferai peut-être le Tour des Glaciers. Si ça me plaît pas, je repartirai sur d'autres courses, quoi. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on a monté une équipe. En plus, il y avait Jonathan de Garmin qui, lui, avait envie de le faire. Moi, on en avait parlé pendant que je faisais l'UTMB, donc. Et il y avait Steven aussi. Et nous voilà partis en 2022 sur la PTL. Voilà. D'accord, donc ça c'est donc tu fais l'enchaînement UTMB Tour des Géants 2021 et l'année qui suit tu montes d'un cran encore un peu sur la PTL. T'as remarqué quelle différence? Alors déjà on a compris que effectivement l'enchaînement UTMB Tour des Géants c'est déjà quelque chose de... Non mais ça passe, hein. Ouais, ça passe. Il faut pas te dire je vais réussir l'UTMB, quoi. Enfin, je vais faire un bon chrono à l'UTMB. Non, c'est sûr.
c'est sûr. Et je pense pareil pour le tort. Mais bon, voilà, ça passe pas quand tu veux gagner, quoi. Quelle différence dans l'approche. Là, d'ailleurs, je salue Richard Chisambou qui habite à Brazzaville au Congo, qui est en train à l'instant là, de préparer sa PTL pour l'année 2024. Quelle différence tu as pu voir dans l'approche de la préparation de la course entre l'UTMB et la PTL notamment, et est-ce que le Tour des Géants ça ressemble plutôt à la PTL ou à l'UTMB dans l'esprit? Bon, alors déjà, moi, la PTL, je ne l'ai pas préparée parce que je traversais la Manche 2 semaines avant. Donc, j'étais focus sur ma traversée de la Manche que j'ai ratée. Donc, j'aurais mieux fait de m'entraîner pour la PTL. Tu veux tout mettre à la fois, dans l'eau et sur terre et dans les montagnes. Franchement, non, parce que la traversée de la Manche, je l'avais fait en combinaison pour le triathlon, là, ça s'appelle l'Enduroman. Enduroman, ouais. Ça, je l'ai rayé de ma vie. C'est loin derrière, quoi. C'est un bel événement, mais ça n'apporte pas le même frisson que je peux avoir en trail. Donc, du coup, j'en ai pas un souvenir aussi mémorable, même si c'était quand même génial. Non, je vais pas te parler spécialement de la préparation. Tu l'auras compris, je suis pas quelqu'un qu'il faut pas suivre l'exemple sur mes préparations, même si là, aujourd'hui, j'en fais une vraie. La différence de la course en elle-même, c'est très différent. Pour moi, je comparerais pas la PTL avec le Tour des Géants. Le Tour des Géants, je le compare avec la Swiss Peaks. C'est un parcours fléché avec c'est un UTMB avec 500 bornes de plus, quoi. Tu vois, c'est pas une aventure en soi. C'est une course longue où tu peux performer. Tu vois ce que je veux dire? Et la première fois que tu l'as, comme quand tu fais un UTMB, la première fois que tu le fais, bah, tu le fais pour finir. Enfin, je parle pas de tout le monde, bien sûr, mais en tout cas, mais après, quand le Tour des Géants, comme la Swiss Peak, il y a quand même vraiment, voilà, je sais que j'ai mon ravito, je sais que j'avance, je sais que quand même, effectivement, alors le point commun, on va dire, c'est que c'est une aventure qui est longue et que donc tu passes par le sleep deprivation, donc tout ce qui est manque de sommeil, les hallucinations, ça c'est quand même des points communs. Mais c'est pas du tout pareil dans l'approche. Donc la PTL, bon déjà la PTL, ce qui est super dur, c'est d'être en équipe. Ouais. Franchement, alors nous en équipe de 3 surtout. Alors là, c'est la recette de la catastrophe. 2, je pense que c'est bien. 4, c'est bien. 3, 4, ça n'existe pas, mais 3, je connais pas une équipe de 3 où ça n'a pas été compliqué, quoi. Ouais. 3, c'est un très mauvais chiffre. Ouais. C'est pas une question de bien s'entendre, pas s'entendre. C'est très difficile de se coordonner, on a des niveaux différents, c'est surtout qu'on n'a pas sommeil en même temps, on est bon pour certains. Alors, il faut vraiment, je pense, connaître les forces et les faiblesses des uns et des autres et les utiliser. Il faut pas d'ego, il faut aucun ego là-dedans. Bon. Après, donc ça c'est le côté équipe. Après le côté navigation, moi j'ai trouvé que la PTL. Alors moi je me suis pas du tout occupée de la navigation, ça m'a pas du tout intéressée. J'ai même pas touché à ma montre de la PTL, j'ai suivi les garçons. Mais j'ai trouvé qu'on avait été beaucoup perdus. C'est pas du tout pour les accuser, parce que franchement moi voilà. Mais j'ai trouvé qu'on s'était beaucoup perdus et il y a des moments ça m'avait vraiment énervé. Notamment un moment où vraiment je suis partie sur une autre planète. Enfin, j'étais pas énervée du tout, mais je suis partie sur une autre planète parce que je me suis dit que j'étais coincée dans une boucle spatio-temporelle et que j'allais y finir là, et j'avais accepté mon destin. J'allais mourir dans cette boucle, mais que c'était pas grave. J'allais toute ma vie pendant des millions d'années des tours dans cette boucle. Bon, finalement, on est sorti de la boucle et s'en est sorti. Mais comment te dire, ce qui est de plus difficile pour moi pour la PTL, une fois que tu enlèves le côté équipe de 3, c'est technique. C'est super technique. C'est dangereux, il faut t'attacher. Alors bon, ce qui est cool, c'est que tu t'attaches. Enfin, moi, personnellement, je m'attache. Moi, j'avais beaucoup d'expérience d'alpiniste et tout. Donc, du coup, moi, traverser un glacier en plein après-midi, ça m'angoisse parce que je sais que ça se fait pas. Donc, j'avais toujours le casque quand j'aime pas j'ai peur des pierres qui tombent sur ma tête. Après, là, j'adore tout ce qui est technique. Moi, marche d'approche de montagne et tout, ça, j'adore. Donc, ça, c'est vraiment super. Et puis, la difficulté donc de l'équipe, c'est aussi une force et tu partages quelque chose, c'est quelque chose qui nous lie à jamais. On a vécu ce truc-là ensemble et ça c'est super quoi. Franchement, donc ça va être un peu paradoxal ce que je dis, mais non, en fait ça n'empêche pas, tu vois, ça n'empêche pas que c'est difficile.
mais c'est beau de le vivre ensemble. C'est beau. C'est souvent le cas quand je demande les meilleurs moments et les pires moments. C'est souvent le cas les mêmes courses. C'est souvent le cas c'est souvent dans ces cas-là qu'on reconnaît les grands moments. Donc PTL, un beau moment dur. Alors effectivement, moi c'est un sujet qui est intéressant sur la difficulté à gérer la relation dans l'équipe. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que le chiffre 3, c'est quelque chose qui est assez instable dans la relation entre les gens. C'est-à-dire que c'est un chiffre impair. Ça crée, je pense aussi peut-être des incohérences au niveau des relations, de l'équilibre des forces dans la relation, etc. Je pense que, et de manière un peu générale dans la vie, je pense que c'est un peu un chiffre qui va pas trop, je pense, dans les relations humaines. Ouais, c'est un peu. Et on l'a vu, hein, moi je connais toutes les équipes qui ont explosé, c'est des équipes de 3. Hein, donc nous, on a fini ensemble et c'est un moment, moi, l'arrivée à Chamonix. Autant, tu vois, j'avais fini la Swiss Peaks et j'arrive sur le lac et donc, bon, c'est la Swiss Peaks, donc tu arrives sur le lac, c'est moins spectaculaire, évidemment, qu'un UTMB. Et surtout, j'avais envie de rester dans la montagne, donc j'étais contente d'arriver au lac, mais quelque part, j'avais le cœur brisé d'avoir quitté la montagne. Et là, la PTL, en fait, donc on était je te raconte, là, on était dans cette boucle spatio-temporelle, et puis d'un coup, c'est le matin. Bon, moi, tu sais, donc d'un coup, c'est le matin, et là, on se retrouve, on est assis au bord d'un lac avec Steven et Jonathan, et là, je les regarde et ah ouais, en fait, je crois que j'ai compris que la course, je l'avais pas compris. En fait, ils ont raison de faire ça, ces trucs de navigation. En fait, c'est ça, ces trucs de navigation, le fait qu'on se perde et tout, c'était ça le sens de la course. C'était pas que ce soit difficile de naviguer, mais le sens de la course, c'était nous sortir de notre zone de confort et tout. Ah, ils sont forts quand même. Bon, voilà, moi j'étais et là ensuite, donc on était au lac, on arrive tout en haut, et là on se retrouve. On arrive dans la fin de l'UTMB, quoi, parce que bon, on n'a pas été très rapide. Bon, bref. Et là, on arrive dans les mecs qui font l'UTMB en 40 heures à peu près, 41 heures. Donc, c'est pas les meilleurs, mais c'est pas non plus, quand même, ils courent, tu vois. Et là, on se retrouve dans la descente, tu vois. On arrive à Flégère, bam, descente de l'UTMB. Et puis, Steven qui fait, allez, là, maintenant, fini strong et tout. Et là, moi, j'avais des yep, mais écoute, j'avais des pieds, mais. Des panini. Il était comme moi, il avait des saucisses à la place des pieds et tout. Au début, je suis Steven qui fait chier, qu'est-ce que tu veux qu'on aille gratter? Alors, en plus, Steven, lui, compétiteur, moi aussi, je suis comme ça, mais. Je crois qu'il y a une équipe, on peut les gratter devant et tout. Alors, mais tu sais, ça fait 8 jours qu'on est en course, on est dans les derniers. Mais bon, et en fait, tu vois, on était là avec Jo, mais non, tu fais chier et tout. Puis bon, après, on savait quand même qu'il y avait 5 équipes ou 6 derrière, quoi. Mais c'était pas ça l'histoire. Parce qu'il avait raison, Steven, en fait. Moi, au début, je râlais, j'avais pas du tout envie de relancer et tout. J'étais défoncée, quoi. Mais genre, j'avais les pieds, mais dans un état. Mais c'était horrible, j'avais juste envie d'enlever mes chaussures. Et donc, Steven qui nous tire la bourre, là, allez, c'est bon. Et là, on se retrouve dans la descente de la Flégère, là, de l'UTMB, avec tous les gens de l'UTMB. Mais tu sais, t'as le casque et tout. Donc, allez, bravo la PTL et tout. Donc là, t'as l'impression que t'es un dieu. Alors que ça fait une semaine, t'as l'impression de même pas réussir à randonner à une vitesse de rando, quoi. Et donc, là, tu doubles les gars de l'UTMB. Donc là, t'es là, tu leur tapes. Ah, ça allait, mon gars, bravo. Écoute, c'était bien ta petite course. Alors que bon, voilà. Et en fait, au bout de quelques virages et tout, là, on commence à rentrer dans le truc. Et là, on est là, non, mais il a raison. Et là, tu commences à courir. Ah bah là, on courait, on était. Bon, alors, moi, j'ai autant te dire que j'avais l'impression de voler à 18 km/h, mais on était peut-être à 9, tu vois. C'est déjà beau, c'est déjà beau. Non, mais moi, j'avais des jambes, elles avaient triplé de volume. J'étais en train de casser mes habits tellement je gonflais, tu vois. Je me dis, je vais avoir le short qui va exploser, quoi, tellement j'avais fait de la rétention et je gonflais. Je suis arrivée, mais. Et là, on arrive donc dans le chat, mais pareil que pour l'UTMB, quoi, tu vois. Sauf qu'en fait, du coup, ils arrêtent tout le monde pour que la PTL arrive. Ils changent la musique. Il y avait toute notre équipe Compressport, plein d'amis. Tout le monde nous attendait. Alors, c'était fou. C'était fou, quoi. C'était vraiment. Alors là, 20 heures, tu vois, j'en ai les frissons d'en parler. Et c'était génial. Et j'ai jeté mes chaussures tout de suite. Donc, j'étais pieds nus sur la ligne d'arrivée, quoi. Et voilà. Donc, la PTL, super. Vraiment, je la recommande. T'es arrivé à quelle heure le dimanche? Vous êtes arrivé le dimanche après-midi, c'est ça? Ouais, midi, un truc midi, comme ça. Donc là où c'est.
On a passé l'après-midi après assis par terre à côté de la ligne d'arrivée, alors qu'on avait un hôtel pour se doucher et tout, hein, mais on n'arrivait pas à bouger. On avait envie de rester entre nous aussi, tu vois, alors qu'on venait de se taper une semaine tous les trois ensemble, mais on voulait rester là, regarder les gens arriver. Et après, il y a la cérémonie qui est magnifique avec les petites cloches là. Donc on n'a même pas bougé, quoi. Je ne sais même pas si on est rentré se coucher ou quoi. Et c'est vraiment ouais. En plus, moi, j'avais évidemment, comme d'hab, un avion juste après. Et j'avais juste envie d'être là, de profiter. J'avais pas envie de quitter la ligne d'arrivée. J'avais envie de voir les gens arriver à l'UTMB. Et voilà. Et après, on a beau dire, hein, l'UTMB, tout ça, machin, t'es pour, t'es contre. Mais c'était vraiment des beaux moments, quoi. Et franchement, c'est vraiment chouette. Et la PTL, honnêtement, c'est une course à faire parce que c'est... Enfin, en plus, je sais que chaque année, la trace, elle change. Nous, notre trace a été vraiment très, très belle. Il y a des trucs un peu fous quand même. Tu vois, le Mont Buet en pleine nuit, quand sous la pluie. Bon, on a eu des meilleures conditions que ceux qu'ils ont eu l'an dernier. Ouais. Parce que l'an dernier, ils ont eu des mauvaises conditions. Et du coup, ils se sont tapés les variants. Donc, ils n'ont même pas pu faire les trucs durs, quoi. Enfin, je ne dis pas que c'est facile ce qu'ils ont fait, pas du tout. Mais je dis que les passages techniques, qui sont quand même en général super beaux, ils n'ont pas pu les faire. Donc, ça, c'était un peu regrettable. Voilà, donc évidemment, après ça, j'ai dit, bon, l'année prochaine, je ferai les glaciers, c'est sûr. Validé, c'était validé. Ouais. L'ultra trail, ça a été validé. Ça va être chaud parce que j'ai pas du tout regardé ma montre et je sais pas comment on navigue. Mais c'est pas grave, j'irai faire une reco. C'est ce que je m'étais dit. Et voilà, et je me suis dit, moi, c'est ça que je veux, c'est des trucs en montagne, où t'as pas des ravitaux tout le temps, où t'es pas... En fait, ça me plaît énormément. Donc, c'est ce que je me suis dit. Donc voilà, assez logiquement, l'année d'après, je suis partie sur les glaciers. J'avais fait la reco de la course quasiment intégralement, mais vraiment en mode cool, en évitant quelques cols et tout. Et après, la course, qui a été assez catastrophique. On a suivi. Moi, il y a eu. Je crois que c'est Compressport qui t'a suivi. Il y a eu pas mal d'images un peu au jour le jour. On avait sur tes comptes Insta, on avait des images. En fait, ça venait de moi, cette idée. C'est pour des raisons personnelles aussi. J'avais envie de partager avec ma famille des images. En fait, moi, tu vois, je fais de l'influence sur mes réseaux. J'ai jamais eu un professionnel qui suivait ou quoi, machin. Et je m'étais toujours dit, un jour, je documenterai un des trucs que je fais. Et en fait, il y avait un vidéaste que j'avais rencontré, un coureur, en fait, que j'avais rencontré sur un UTMB en Thaïlande en février. Et j'avais accroché avec ce mec et je m'étais dit, il est vraiment sympa. Et j'avais vu son travail de vidéo et c'était beau ce qu'il faisait. Valentin, c'est ça? Ouais. Valentin Orange. Je l'ai recontacté. Je dis, écoute, ça te dit pas de venir, bon, au début, c'était que moi, personnellement, qui devais m'en occuper. Puis finalement, on a réussi à avoir Garmin et Compressport qui nous ont aidés, en partie. Donc, c'était ça aussi qui était un peu particulier sur cette course, c'est que j'avais des gens qui me suivaient pour faire des vidéos. Donc, pour moi, c'était un peu la course de ma life. Je l'ai quand même pas mal préparée. Je me suis entraînée. Peut-être pas assez, mais je me suis entraînée quand même. J'ai fait une reco, j'ai mis beaucoup d'argent, j'ai mis beaucoup d'énergie dedans, beaucoup de temps. Puis c'était mon objectif de l'année. J'aime pas tout mettre sur une course, tu vois, mais là, je savais que c'est le genre de course où tu peux pas trop te pointer comme ça. Et puis surtout, voilà, et moi je me suis dit c'est la première. Écoute, voilà, c'est comme ça. Donc je suis partie sur cette course en me disant je peux la finir et voilà. Et en fait, c'est une course qui est très difficile. Honnêtement. Pour présenter un petit peu la course, Tour de Glacier, c'est 450 km, 32 000 mètres de dénivelé positif, temps maximum 190 heures. On part de Courmayeur et on arrive à Courmayeur. C'était le début septembre, c'est ça? Début septembre, ouais. C'est en même temps que le Tour des Géants, ouais. 200 places disponibles et la qualification est dans quel cadre? C'est-à-dire qu'il faut avoir fait le Tour des Glaciers obligatoirement ou comment ça se passe? Oui, avec un chrono de moins de, je sais plus, 125 heures. Enfin, un truc pas difficile à avoir, mais voilà. Voilà. Donc c'est très dur. En fait, moi, je savais que ça allait être dur. Honnêtement, et puis tout le monde me disait mais que tu fasses 450 ou 300, c'est pareil. Tu sais, il y a un moment où les trucs sont tellement démesurés que en fait, si tu veux, quand tu sais pas,
tu dis, ouais, bon, c'est comme ça. Mais moi, je sais, parce que je sais ce que c'est 300, je sais ce que c'est 250, je sais ce que c'est 350. Et je vois déjà la différence entre chacun. Et surtout, je sais ce que c'est 350, non, pas 350, 250 en montagne, avec de l'alpinisme, enfin de l'alpinisme, des marches d'approche ou du gros dénivelé et très technique. Et je connais la différence entre faire 300 vallonné, tu vois, même avec beaucoup de dénivelé, mais sur des vrais chemins, tu vois. Donc, moi, je connais les différences sous ces trucs-là. Donc, je savais que ça allait être dur. Et bon, en plus, j'avais fait la reco en partie. Et je savais qu'il suffisait pas de mettre un pied devant l'autre. C'était pas ça. Et donc, je suis partie en me disant, je vais la finir. C'est sûr que je la finis parce que j'avais mis tellement d'atouts de côté que je m'en pensais capable. Et je pense aujourd'hui encore que j'en suis capable, mais je pense que c'est pas gagné, ça se gagne pas comme ça. D'ailleurs, et donc, mais je savais qu'il y avait une chance que je finisse pas et que j'allais ramasser dans tous les cas, quoi. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Très, très vite, en fait, je suis rentrée dans ma course. Là, je suis partie très vite parce que je voulais me placer, machin et tout. Partie trop vite, mais ça, c'est une erreur que je fais souvent. Et très, très vite, je me suis rendu compte que tout le monde me parlait, mais même des mecs qui étaient bons, quoi, tu vois, qui étaient vraiment dans le pack de devant et tout, qui me disent, non, mais le cut-off, il est super tendu. Alors que moi, mais le cut-off, je le regarde même pas, quoi, tu vois. Je te jure, le cut-off, ils sont attendus. Et surtout, en parlant autour de moi, parce qu'au début, j'étais vraiment bien placée. J'étais dans le top 3 pendant les 100 premiers, j'étais vraiment bien. Et je me rends compte, en fait, qu'aucune des personnes qui n'a fini cette course l'a fini la première fois. Ah oui. Donc, je me rends compte que tu peux pas l'avoir tout de suite. Enfin, bien sûr qu'il y en a qui l'ont fini. Mais déjà, toutes les nanas, il n'y en avait aucune quasiment qui l'avait fini du premier coup. Donc, vous savez qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient ici, soit pour revenir, soit pour s'y reprendre à 2 fois, soit c'était que la 5e édition, je crois, ou je sais plus. Donc là, je me dis, fais attention. Bon, au moment où je me dis, fais attention, là, il fait chaud. Ça, c'est une erreur que j'ai fait. C'est-à-dire que j'habite au Moyen-Orient. J'ai tout pour m'entraîner à la chaleur, mais j'aime pas la chaleur et je ne m'entraîne pas à la chaleur. Donc là, j'ai fait un coup de bambou. J'étais avec, il y avait aussi une autre Française qui a gagné, une ancienne, je sais plus comment elle s'appelle, qui a gagné la Diag et tout. Elle aussi, elle a eu un problème avec de l'eau, machin, et puis coup de chaleur et tout. Donc elle a dû abandonner, alors que c'est une coureuse qui est extraordinaire. Je compare pas du tout cette personne et moi, tu vois, mais et donc, tout le monde je suis pas la seule, tout le monde a pris un gros coup de chaud. Donc, si tu veux, t'es au kilomètre 100, t'es déjà en train de dégueuler partout. Tu peux même pas boire, tu peux pas manger. Et là, tu te dis, tu commences à perdre du temps. Et là, tu te dis, ça va être long, quoi, parce qu'il en reste 350. Il reste 25 000 de D+, quoi. Et t'es déjà carbonisé, en fait. T'es carbonisé et surtout, tu peux pas manger ni boire, quoi. Donc, là, c'est un peu problématique. Et puis, petit à petit, je me suis ressaisie. J'ai commencé à manger liquide. Donc, heureusement, j'avais des sachets de Morten. Donc là, du coup, j'arrivais à garder, puisque je pouvais boire quand même. Donc après, ça allait mieux. Et puis là, j'ai fait une chute, tu vois. La chute, c'est pas trop ça qui m'a... Je pense que ça a été genre le truc un peu spectaculaire sur les réseaux sociaux parce que mon arcade a vite gonflé. Et donc, en fait, tous les jours après, mon visage, il changeait. Mais c'est pas vraiment ça. Pour moi, ce qui m'a fait tapé la tête, mal. T'as tapé la tête, du coup, sur quoi? Sur un caillou J'étais en descente, je courais, j'avais envie d'arriver vite je sais plus comment il s'appelle, ce village, qui était pas loin, à une base de vie. Et j'étais bien. Donc, en plus, je commence à reprendre des forces. Et j'avais bien mangé et tout, j'avais dormi. Et je sais pas ce que j'ai fait, je me suis remis les pinceaux dans une descente et j'ai tapé sur un rocher, peut-être la première, quoi. Et puis l'arcade, tu vois, ça saigne et tout. Et bon, j'avais peur qu'il m'arrête. Et puis surtout, tu vois, je disais rien parce que je voulais pas qu'il m'arrête et tout. C'est pas ça qui m'a. Pour moi, j'ai souffert j'ai chopé une insolation, une déshydratation, et ça, je récupère pas tout de suite, quoi. Tu vois, j'ai laissé énormément de plumes sur les premiers 100 km. J'avais plus de force. Donc ça a mis du temps à revenir. Et ça, je l'ai vraiment payé très très cher, plus que la chute, en fait. Tu vois. La chute, après, ça a fait quand même que le truc il gonflait, donc j'avais des douleurs et tout, mais bon, c'était pas vraiment ça le problème. Mais je pense que si tu veux, j'arrivais pas à rentrer dans ma course, quoi. J'arrivais pas à rentrer dans ma course parce que je savais pas comment me positionner. En fait, je savais pas, tu vois, je suis partie en mode, c'est bon, j'y vais pour
pour me placer, pour être bien, pour bien la faire, pour bien la finir, sans forcément un objectif de temps, tu vois, mais pour avoir de l'avance, pour, tu vois. C'est surtout, En cette fait, histoire de cut-off que tu t'imaginais aussi peut-être court, enfin en fait, à ce moment-là, j'y pense pas trop, mais je l'ai en tête quand même, parce que rapidement, je l'ai eu en tête, parce qu'on en a parlé. Et en fait, rapidement, entre le moment où je l'ai eu en tête et le moment où je l'ai compris. Et puis, j'ai commencé à faire des maths. Et je me suis rendu compte, par exemple, ça je le dirai après, mais tu vois, quand j'ai bâché, je suis quasiment, enfin, tu vois, à 2 fois plus vite que ce qu'on a fini la PTL. Tu vois, donc c'est quand même beaucoup plus rapide. Ouais. Bon, bref. Et donc, j'ai un peu dans un coin de la tête. Et là, il y a un moment où ça va mieux, j'avance, tu vois. Mais je me perds une nuit, donc je perds genre 4 heures sur un col, je me perds. Et puis, tu sais, quand tu te perds sur des cols où, en fait, c'est des marges d'approche. Donc, si t'es pas, en fait, comme j'étais pas dans ma course, j'étais pas dans des pieds. Quand t'es pas dans des pieds, que t'as pas dormi, que tu montes un col qui est une marge d'approche, donc avec des pierriers, tu traces mal parce que t'as pas dormi, t'es tout seul, il y a pas les petits trucs et bien tracer, c'est important. Et moi, je sais tracer, mais sauf que là, et là, j'ai perdu 4-5 heures sur ce col-là, tu vois, parce que j'étais comme ça, à droite, à gauche. J'allais dans la pampa, je revenais, et impossible de trouver le sommet. Et puis au moins, je trouve le sommet. Donc ça, c'est le seul moment de la course où je me suis quand même vraiment pas perdue, mais j'ai très mal tracé, j'ai perdu. Et quand ça t'arrive la nuit que tu traces mal, t'as vite fait de perdre 4 heures. Quand tu dis que tu traces mal, ça veut dire que tu peux préciser pour ceux qui savent pas. Tu vois, c'est en autonomie, hein, c'est-à-dire que là, tu es sur. Voilà. Mais toi, regarde, tu vas à la montagne et tu vas faire un petit sommet un peu haut et qui est dans les pierriers, ok. Quand tu es avec ton guide, il va trouver la trace, tac, tac. Donc, soit il y a des petits points, soit les petits points, ils sont pas là, soit c'est la nuit, les points jaunes, tu les vois pas parce qu'ils sont pas réflectifs, tu vois. Et donc, il faut que tu devines, avec l'expérience, mais il fait jour, tu vois, avec l'expérience, tu la vois, la trace, tu la comprends, et même s'il n'y a pas la trace, parce que c'est des pierres, tu sais par où il faut tracer pour arriver en haut. Mais la nuit, non seulement les petits points jaunes quand ils y sont, parce que quand même, c'est la Via Alta, donc il y a des points jaunes, mais les petits points jaunes, la nuit, tu les vois pas, ils sont pas réflectifs. Tu vois pas le haut du col, donc tu vois pas la logique pour monter, tu sais pas où est le haut du sommet. Et là, mais tu perds un temps mais de malade, parce que tu es à 4 pattes sur des rochers, donc t'es pas du tout sur la. Donc là, tu perds, au lieu de monter ton col en 2 heures, tu le montes en 6 heures, quoi, tu vois. Ouais, donc je monte ce truc, je finis par monter, j'arrive en haut, mais ça, il faut le monter avec des gens, tu vois. En fait, il faut rester avec des gens. Une course comme ça, il faut être avec des pieds, il faut être avec des gens, il faut s'aider, c'est un truc humain, quoi. Même si tu les connais pas, même si tu fais pas la course en équipe, il faut être avec des gens. La nuit, il faut pas être seul. Il faut jamais être seul la nuit. Moi, toutes les nuits, alors que je le sais, tu vois. J'étais pas dedans, je savais pas où me situer, je savais pas où était mon niveau, je sais pas, j'étais à côté. T'es un peu perdu, quoi. Ouais, et donc je descends, je m'étais mis trop de pression, je pense, tu vois aussi. Donc je descends, tac, et là je me rends compte que putain, il y a un cut-off dans 2 heures là. Et là, alors je vais bien, en plus je vais bien physiquement, je vais bien, il fait jour. Et là, mais là n'importe quoi, tu vois, genre moi je suis hyper, je suis pas très calme, tu vois, et donc je commence à faire tout un drame, je suis un peu une drama queen, quoi. Donc je vais pas passer le cut-off, machin. Donc là je vais à descendre et je descends une descente de 1900 de témoins, tu vois, 1850 de témoins à bloc, c'est relatif. À bloc, mais bon, j'en suis déjà genre au kilomètre 200 quelque chose, tu vois, genre à bloc, je descends et j'arrive au cut-off, tu vois. Donc là, je pense que mon équipe là qui me filmait, ils ont cru que jamais j'allais y arriver. Moi, je savais que ça allait passer, mais tu sais jamais les distances, elles sont jamais claires. Mais bon, comme j'ai descendu le truc à bloc, quand même 1900 de descente sur 5 kilomètres, ça fait très mal. Tu le payes un peu. Eh oui. Donc là, ça va mieux, je mange et tout. Et là, pareil, je remonte. Bon, voilà, enfin, il s'est passé encore plein de trucs. Après, il y a eu un énorme orage. Et puis, à un moment, je suis rentrée dans ma course parce que j'ai été avec un mec. On s'est dit, allez, là, on y va. Allez, on y va, là. Maintenant, on laisse tomber tous les autres. On laisse tomber tout le monde. On n'aide plus personne parce qu'il y a des moments où tu perds du temps aussi pour aider les gens dans les passages très difficiles. Le tord des glaciers, il y a 3 passages dangereux, difficiles. Un, je dirais, dangereux. Et là, tu laisses pas les gens, quoi, tu vois. Et le problème, c'est que parfois, et la différence avec la PTL, c'est que tu t'attaches pas.
Moi, à la reco, j'ai failli. Il y a un passage où vraiment j'ai failli passer. Donc là, il y avait quand même quelqu'un. Mais c'est quand même chaud. Et donc, tu attends les gens quand même, tu les laisses pas et tout. Donc, des fois aussi, tu perds vachement de temps. Parce que moi, c'est des passages en général, des trucs super techniques où quand même j'avance. Et puis là, je trouve un mec et je dis là, si on veut finir, il faut qu'on court, quoi. Et puis c'est un mec qui aime courir, enfin qu'on court, qu'on trottine, s'il te plaît. Et donc on part ensemble et là on court, quoi. Tu vois, on trottine, on va bien, on mange. Et puis la clé aussi, c'est que moi j'ai merdé ma nutrition, quoi. Donc comme j'ai eu mon coup de chaud, j'ai pas mangé, machin et tout. Et puis et quand j'ai commencé à manger, mais genre à manger, à dévorer, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vois, j'aime pas trop. Je suis pas une viandarde et le mec il me file de la viande. J'avais des aftes plein la bouche. Le mec il me file. Je lui dis là, je suis capable de manger des cailloux tellement j'ai faim, quoi. Et il me file de la viande séchée, épicée. Et j'avais les aftes plein la bouche, tu vois. J'étais en train de bouffer le truc, mais comme l'homme de Cro-Magnon, quoi. Tu vois, oh, c'est trop bon. Je fais tomber par terre, je me mange. Non, mais n'importe quoi. Tu me diras, la semaine dernière, j'ai mangé une pizza froide qui était sur une poubelle parce que j'étais en hypo, mais bon. C'est une autre histoire. Donc, un petit passif. Donc, du coup, voilà. Et là, on va bien, tu vois, avec ce mec. Et puis, bah, on s'est retrouvés sur un orage de malade, où là, ça a été très dangereux. Et je pense qu'on a été tous les deux très choqués. Et là, le mec, il me dit, c'est le déluge, hein, c'est le déluge, on a passé des crêtes. Et là, le mec, il me dit, ben là, stop, c'est fini, là. Et il y avait un espèce de gars de l'organisation qui dit non, mais de toute façon, si vous repartez maintenant, vous n'allez pas le faire à temps parce qu'il y avait eu un variant qui avait été activé parce que le Mont-Gelé avait été fermé à cause des orages. Et là, on ne saura jamais. Moi, je pense que ça me hantera toute ma vie jusqu'à ce que je le refasse et que je le finisse. Mais quand même, avec ça, pas non plus vraiment la sensation d'avoir abandonné. Je pense que j'ai tout donné. Donc, moi, j'ai pas vécu ça comme le truc, ouais, la course que j'ai pas finie, même si c'est la course que j'ai pas finie, c'est vraiment la course où j'ai tout donné, quoi. C'était pas ta décision, non. Tu penses que c'était pas réellement ta décision, en fait. Bah, j'aurais pu repartir, quoi. Mais parce qu'on m'a dit que si, que mi. Mais je pense que j'aurais pu repartir. Donc, c'est quelque part, si je suis aussi mal, c'est que je m'en veux, tu vois. Mais est-ce que j'en étais capable aussi? Je sais pas, tu vois. Genre, je pense que vraiment, il y a un moment, en fait, tu sais jamais où elle est ta limite parce que tu peux toujours repousser, quoi. Donc, vu l'expérience que tu as, je pense que j'aurais pu continuer. Est-ce que j'aurais passé je pense que j'aurais pu repartir. En fait, c'est ça. J'aurais pu repartir. Je pense pas. En fait, ça, je ne le saurais jamais pour le coup, et c'est pas ma faute parce que c'est ce qu'ils m'ont dit. Je ne suis pas sûre que j'aurais passé le cut-off. Donc, je pense que ça. Est-ce que quelque part, en fait, c'est là parce que moi, je suis très honnête avec moi-même. Tu vois, je ne m'invente pas des histoires. Est-ce que finalement, j'ai pas arrêté là pour ne pas avoir à arrêter plus tard, ce qui aurait été encore psychologiquement plus dur, d'être encore plus près du but, tu vois? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai pas eu le courage de repartir parce que mon coéquipier m'avait lâché et en même temps, c'est une course seule, quoi, tu vois. Donc, ce qu'on a fait avec ce mec pendant 24 heures, on a vraiment bien avancé. C'est super, quoi. Et voilà. Donc, je peux pas. Je pense que c'est le mystère plane. Il y a beaucoup de choses. Ce qui est sûr, c'est que j'ai encore poussé plus loin. T'es jamais allé aussi loin dans l'effort, dans la physique. Là, si peut-être sur des aventures perso à vélo ou en montagne. Oui, je pense. Sur une course, non, ça c'est sûr. Ouais, est-ce qu'on peut dire que c'est une course là? Ouais, est-ce qu'on peut dire c'est vraiment une aventure par entière? Oui, mais c'est une aventure, mais c'est pas une aventure comme quand tu fais des aventures solo où tu es tout seul et ta vie elle est engagée. Là, ma vie était pas engagée, mais quand même c'était chaud, quoi. Mais franchement, ça a été un choc psychologique énorme. Je pense que le choc psychologique aussi, ça a été, tu sais, voilà, c'est me dire putain, j'ai mis autant d'énergie et j'ai pas réussi. Mais en même temps, tu vois, j'ai mis autant d'énergie, j'ai pas réussi. J'ai quand même tout donné, quoi. T'as pas de regrets? Est-ce que ça aurait changé quelque chose que je finisse? Je sais pas. Je pense que j'aurais été aussi choquée, quoi. Ah, mais j'ai été choquée, je te jure, ça a été. J'ai mis du temps à parler, je suis allée au travail la semaine d'après, mais j'étais dans un état, c'était genre, j'étais vraiment, ouais, psychologiquement, ça m'a marqué, ouais. Et
Je ferais ça très fort, quoi. Donc tu boucles quand même 359 km, 26 580 mètres de dénivelé. Ouais, sur la montre, je suis à 400. Hein. 400 ouais. Sur la course, bon, après, le Garmin, quand il y a des trucs de machin, il n'est pas. Mais. 149h41, a priori. Ouais, ça, c'est le chrono. Mais ouais. Et donc, une envie de, j'imagine, un choc. Quand tu utilises le terme choc psychologique, ça a vraiment fait l'effet d'une bombe chez toi. T'avais déjà vécu cette déception-là dans un. Le choc de la déception, je l'ai vécu quand j'ai raté l'enduro. Comment ça s'appelle, l'enduro, parce que mais l'enduro, j'étais là, putain, j'ai claqué tout ce pognon pour ça. Parce que l'enduro, il y avait vraiment, pour moi, l'enduro, le but, c'était d'arriver sur les champs. Sinon, ça n'avait aucun intérêt. Là, je suis pas arrivée. Mais là, j'en ai eu pour mon argent. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est ça que je me dis. C'est l'enduro, et puis, je pense que j'avais plus d'ego à l'époque. J'étais plus sur, oh là là, la honte, tu vois. Machin, là, maintenant, je m'en fous, quoi. Tu vois, c'est pour moi. Là, je me dis, bon, fais chier, il va falloir la refaire. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment un drame de la refaire? Tu vois, c'est pas genre personne m'y force, quoi. C'est pas genre, t'es obligé. Des déceptions, j'en ai eu. J'ai raté la traversée de la Manche. En fait, quand tu fais des trucs qui sont aussi gros, t'as toujours un risque. Hein. Bien sûr. Des déceptions, j'en ai eu, mais là, j'ai quand même l'impression d'avoir réussi quelque chose. Tu vois, c'est ça qui est bizarre. Ouais, on a peut-être presque l'impression que c'est une espèce de paradoxe ambulant dans cette décision-là qui n'en est pas réellement une. À la fois, t'es heureuse mais choquée, t'as envie d'y retourner. Ça a l'air spécial comme façon de voir les choses. Là où c'est intéressant, c'est que quand même t'es allé jusqu'au bout de la logique de partage, c'est-à-dire que t'as mis en place il y a eu une équipe qui t'a suivi pour partager tout ça. Et effectivement, a priori, d'après ce que tu disais, tu te posais énormément de questions sur le fait de partager ça à l'écran. Alors, on va dire. Vas-y. Ouais, autant le partager en forme de format de reel tous les jours pour suivre la course, ça c'était évident. Mais en fait, après, Valentin, il m'a rappelé qu'il y avait un documentaire. Je le savais parce que j'avais financé le truc. Donc voilà. Mais j'avais zappé. Et en fait, quand j'ai vu le docu, qui est très beau, hein, j'étais là, ouais. Est-ce que les gens, ils ont vraiment envie de voir ça? Est-ce que tu as envie de voir mamie qui fait de la... C'est vraiment ce que je dis, je suis honnête. Hein. Est-ce que tu as vraiment envie de voir mamie qui fait de la rando? Personne ne peut se rendre compte de vraiment ce que c'est l'effort physique, que ça représente. Et puis après, du coup, tu regardes et tu es là. Ouais, mais en fait, est-ce que vraiment c'était un effort physique? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu remets tout en cause, en fait, en regardant le truc. Et là, j'étais là, putain, mais en fait, je sais pas, c'est vachement centré sur moi, on parle que de moi, j'aurais dû me montrer d'autres gens à l'écran. Tu vois, et puis en fait, les gars, ils ont été super, là, Valentin et Sam. C'est vraiment des gens avec qui j'ai partagé quelque chose de fort. Et je pense que j'aurais pu le faire qu'avec eux, d'ailleurs, parce qu'ils ont été très... En plus, c'est un coureur, tu vois, donc au début, j'étais pas à l'aise. J'étais là, mais le mec, il doit se dire, mais lui, tu sais, il court l'UTMB, il gagne des courses, quoi. Il fait des podiums UTMB, quoi. Donc, du coup, je me dis, mais le mec, qu'est-ce qu'il va penser de moi, tu vois, genre... Et en fait, on a vraiment vécu un truc super fort ensemble. Je dis, au moins pour lui, il faut que ça sorte, quoi, tu vois, parce qu'il a fait un super travail. Mais moi, j'étais pas super à l'aise, quoi. Et après, je me dis, mais attends, c'est toi qui as voulu partager, c'est toi qui veux, machin. Après, tu l'as peut-être mal montré parce que tu avais oublié parce que je pense que quand tu fais un film, il faut être authentique, mais il faut quand même donner de quoi avoir du contenu, quoi. Et moi, peut-être que j'étais tellement dans ma course et dans mon truc et j'ai pas du tout pensé à ça que peut-être qu'il y avait pas assez de contenu, je sais pas. C'est ce que je me disais, là, tu vois, je dis tout ça. Et en fait, le film, il est sorti, j'ai eu énormément de retours et j'espère que les gens ont compris ce que c'était, ce que j'avais vécu, parce que c'était l'idée quand même d'essayer que le message passe de ce qu'on vit là-haut, même si quelque part, même moi, là, je me dis, mais c'est quand même fou ce qui s'est passé là-haut, quoi. Il est disponible en ce moment là dans les salles où Trail fait son cinéma, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Voilà.
Et après, on va le mettre sans doute quelques mois sur une plateforme et après après il sera sur YouTube dans 6 ou 9 mois. Mais je pense avant sur une espèce de plateforme, enfin sur une plateforme. Je sais pas encore. Mais ouais, je sais pas si le message est bien passé. En tout cas, il y a des gens qui ont vraiment bien réagi et j'ai l'impression qu'ils ont bien compris de quoi il s'agissait, même si c'est vraiment difficile. Mais même moi, en fait, si tu veux, moi, je regarde et je suis là, mais qu'est-ce qui est dur, en fait, dans le fait de marcher pendant tant de jours, tu vois, c'est bizarre, quoi, tu vois, mais en fait, si c'est super dur. Ça t'a donné la sensation de te voir de l'extérieur et de te dire, Ouais. mais en fait, Ouais. enfin, limite, tu vois, autocritique ou, je sais pas, alors de dire, mais Ouais. qu'est-ce que t'as foutu, quoi? Enfin, qu'est-ce Si que t'as vous foutu? n'êtes pas assez entraîné, est-ce que machin, et en fait, mais non, mais réfléchis, t'es sur un truc. En fait, tu vois, bah, tu sais pourquoi, là, j'ai repensé encore ce week-end. Là, ça fait 2 mois que je bosse comme une tarée au boulot. J'ai pas pu m'entraîner. Je suis partie 4 semaines sur le rallye Dakar où j'ai travaillé 21 heures par jour. J'ai dormi 3 heures. Bon, bref. Et je pars la semaine d'après sur une course aux Émirats en me disant, ouais, ça va me remettre dedans. La course, elle fait 50 bornes et 4000 de défus, quoi. Et je me dis, ah, bah, ça va, c'est un 50. J'arrive à la course, je fais, putain, quand même, c'est chaud de faire un 100. Et là, ils me disent, non, mais c'est un 50, tu vois, bon, ça va. La fille bien préparée, enfin, la veille de la course. Je dis, bon, ça va, 50. En fait, le truc, c'était un chantier, mais genre à 4000 mètres de D, 3009 de D, 3850 de D+, j'ai sur ma montre. Je sais plus. Bon. Je sais plus. Bon, bref, un truc énorme en dénivelé. Ouais. Des cailloux, mais de malade. Il faisait chaud et tout. Putain, mais c'est dur, quoi. En fait, c'est genre porter ton corps sur des trucs techniques. Ça n'a rien à voir, quoi. Sur des trucs techniques avec des murs comme ça. C'est dur. Et en fait, sur le Tour des Glaciers, toute la journée, tu bouffes dans la gueule. Et allez, je monte de 2000. Allez, je redescends de 2000. Et allez, tu sais, toi, quand tu fais un UTMB, t'es là, tu fais une montée de 900 mètres. Tu fais, ah putain, je viens de faire un KV sur cette borne. Mais là, en fait, tu te bouffes des trucs comme ça, du double. Et bam, et bam, et bam. Et t'en manges et tu prends des pains dans ta gueule tout le temps. Il fait nuit, il pleut. Putain, mais il n'y a rien de normal, quoi. Ouais. Et en fait, tu vois, et c'est là où quand même j'ai compris que Valentin, là, il me disait, mais bon, là, et on regardait le truc ensemble, il était là. Donc là, bah là, tu pars sur une descente de 1008 des moins. Moi, je suis là. Oh, mais ça va, les gars, à un moment, ça va, les gars, il me reste plus que 12 000 de D+, c'est pas mal. La base de réflexion complètement déformée par le format de la course. Mais voilà, et puis t'es sur des cailloux, des terrains glissants, donc chaque pied que tu poses, tu réfléchis, donc ta tête, t'as plus de cerveau parce que t'étais concentré, tu peux même pas écouter de la musique parce que si t'écoutes de la musique ou un podcast, j'en ai écouté par moment, mais en fait tu te pètes la gueule et tu dévisses, quoi. Donc non, il faut que tu sois concentré et puis après t'as les allus, les trucs. Et là, t'as un orage qui te tombe sur la gueule, t'es sur des crêtes, et là, t'as des éclairs qui traversent, et tu dis, bon, bah là, maintenant, c'est mon tour ou c'est pas mon tour, décidez, c'est vous qui choisissez. Maintenant, j'y suis, je suis là. Et ouais, en fait, c'est dur. Oui, c'est dur parce qu'il suffit pas de mettre un pied devant l'autre, en fait. Mmh. Et il y a beaucoup de courses où tu te dis, bon, bah, si je mets un pied devant l'autre, je finis par arriver. Pas toutes, hein, mais tu vois, la preuve, regarde, j'ai hyper souffert à l'UTMB aussi, alors que c'était pas aussi technique, mais là, c'est vrai qu'il y a un moment, le corps, eh ben, il faut le porter sur des murs comme ça. Là. Tu peux plus, quoi. C'est dur. La question de l'abandon, de manière générale, hein, moi je trouve que c'est un sujet qui est hyper important à évoquer. C'est qu'est-ce que ça engendre derrière la décision d'abandonner. C'est un cataclysme en fait. Alors, après on peut effectivement prendre du recul et se dire bon ben les gars c'est que du sport, calmez-vous, voilà c'est. Mais à un moment donné, comme tu disais tout à l'heure, quand tu mets tout en œuvre pour atteindre un objectif aussi important ou même moins important, mais et que tu sois obligé de prendre la décision d'abandonner. J'ai eu un épisode récemment avec Florian Olivier que tu dois certainement connaître, qui me disait que lui la première fois qu'il a abandonné c'était sur le Val d'Aran. Ouais. Ça a été terrible. Ouais, ça a été terrible pour lui parce que il a fallu qu'il explique à ses gamins que en fait il leur expliquait depuis 10 ans qu'il fallait jamais abandonner dans la vie et que là il était obligé de le faire et qu'en fait à travers ça il avait réussi à trouver qu'en fait
c'était pas si terrible que ça d'abandonner, que aussi souvent on se met des barrières et qu'on se dit j'abandonnerai jamais, c'est humain, hein, j'imagine aussi. Mais que lui, en l'occurrence, avec le recul, il avait trouvé du bénéfique là-dedans. Toi, aujourd'hui, avec quelques mois de recul, là, 2 mois, 3 mois de recul, je crois que c'est un peu plus. Moi, j'ai déjà abandonné par le passé 2-3 fois. Enfin, je suis pas du tout une nana qui abandonne. Je pense qu'il faut finir. Pareil, le message. Je suis pas une quitter dans la vie, ni dans le travail, ni dans les relations, ni dans. Mais tu vois, ça m'est déjà arrivé d'abandonner par plaisir. Genre, je me rappelle, je venais de faire la TDS et je me lance sur l'Evergreen, ça s'appelait, c'était genre un Ironman XXXL à Chamonix, là. Et bon, j'étais fatiguée, la TDS et tout, et je fais ce truc, et j'étais déjà en mode, je fais plus de triathlon, c'est fini. Mais je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était le triathlon, c'était l'année d'après, donc j'avais dit non, le triathlon, j'arrête. Et bon, et je voulais refaire celui-là parce que c'est un peu nature et tout. Donc, je nage là dans le lac. Déjà, je pars à 4h du mat, j'avais pas envie, tu vois. Je nage, je fais mon truc. Là, tu te bouffes 200 km de vélo avec 5000 de D+. J'arrive à Chamonix. Il y avait Steven, on était à l'époque ensemble. C'était à 5 ans. Hein. Donc, il y avait Steven, voilà. Il y avait des copains qui étaient là. Je pose le vélo. Et là, il y avait que 42 bornes, tu vois, à faire. Mais bon, c'était quand même 42 bornes. Il fallait monter à la Flégère. De nuit, tu vois, monter à la Flégère. Je pose le vélo. Steven, il était en tenue de trail pour venir m'accompagner, pour m'assister. Je le regarde, je fais, viens, on va boire des bières. Il me dit, mais non, mais tu peux pas bâcher et tout. Je dis, mais là, je bâche pas. J'ai pas envie. Ouais. J'ai pas envie. J'ai pas envie d'être là. Je suis bien physiquement, tu vois. J'ai pas envie. J'ai envie d'aller boire des bières parce que ma vie, j'habite à l'étranger. Je suis là, je te vois, je suis contente. Ça me fait plus plaisir de toi. Et alors ça, c'est un abandon que j'ai assumé 200%, quoi. Vraiment, quoi. Et dans l'approche entre ces deux cas, entre le tort des glaciers et ce cas-là dont tu viens de parler, c'est quoi la différence Ça n'a rien à voir. C'est que le tort des glaciers, je l'ai pas décidé. Enfin, moi, je pense que je l'ai pas décidé. Pourquoi le fait d'arrêter, ça te fait si mal? Rester au refuge, là, où t'as pas envie de dormir, tu peux pas dormir parce qu'en fait, t'es sur un lit comme ça. Dehors, c'est le déluge. Il y a la montagne qui est en train de s'effondrer. Toi, t'as pas sommeil, tes jambes, elles te font tellement mal que la police, parce qu'en fait, au bout d'un moment, je sais pas si tu as déjà vécu ça, mais la position allongée, elle est intenable parce que les douleurs inflammatoires dans tes jambes, elles te font tellement mal que tu peux pas rester allongé, il faut que tu marches. Donc, tu as des douleurs inflammatoires qui sont telles que tu es dans un lit comme ça, que là, tu sais qu'il y a des gens qui sont en course, en train de se battre et que toi, t'es pas dehors en train d'avancer, t'es pas dehors en train d'essayer d'aller jusqu'au bout de toi parce que ton pote il t'a abandonné, parce que t'as pas le courage d'être dehors, parce que machin, et donc tu cogites et t'es là. Ah non, là c'est pas un abandon qui est cool, c'est pas un abandon que t'as décidé. Même si vas-y, ouvre la porte et va dehors, même si le mec il te dit de pas y aller, t'es libre, hein, t'y vas, et même s'il te prend ta balise, t'y vas, tu finis, tu vois ce que je veux dire. C'est pas la question. Donc ça, c'est vraiment un abandon où là, tu réfléchis dans ta tête, tu dis putain, mais je suis vraiment une merde, machin. Allez, j'y vais pas. Je pense qu'effectivement, j'aurai mon téléphone. Il y a plein de choses, tu vois, et puis les choses, elles se passent. Et puis là, tu finis par dormir une demi-heure parce que tu oublies tes douleurs inflammatoires. Et là, tu as le mec qui vient de te réveiller, là, Mauricio, là, le gars, et qui te dit bon, là, il faut qu'on trouve un moyen pour rentrer. Et sauf que là, tes pieds, tu peux plus les mettre dans tes chaussures parce qu'en fait, ça fait trop de temps que t'es plus en mouvement. Et là, il faut que tu te rhabilles, que tous tes habits sont trempés et que tu trouves une solution pour rentrer qui va être presque aussi douloureuse que si tu avais été au prochain ravit, au prochain base de vie. Non, là, c'est pas cool, pas cool. C'était pas en train de boire des bières chez Joséphine à Chamonix, quoi. Avec ton mec et tes copains, quoi. C'est clair. Qu'est-ce que on te verra sur dans quel état d'esprit t'es aujourd'hui là quelques mois après? C'est quoi là? Moi je suis contente, ça, tu vois, c'est une belle expérience. Voilà, on saura jamais vraiment si c'est passé tout, est-ce que vraiment il faut tout analyser. Je vais être honnête, je sais pas du tout ce que je vais faire en septembre. Il y a 2 options. L'option A, c'est la Swiss Peak 660. Donc voilà, là on passe encore à une autre étape. Et l'option B,
c'est refaire le Thor des glaciers. Mais dans cette attente, j'ai un objectif principal qui est de faire le Eiger 250 en équipe avec un copain qui habite en Arabie Saoudite également, mais qui est un coureur élite. Donc, d'une distance plus... En général, il fait plutôt du 50-100. Donc, du coup, lui, c'est à moi qui vais lui montrer un peu la distance plus longue. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai repris depuis un mois un programme d'entraînement. Je m'entraîne, on va dire, un peu comme je faisais avec le triathlon. Donc, voilà, ça y est, je m'y remets carré avec mon coach, mon truc, en vue de progresser pour qu'on puisse ensemble quand même avancer pour pas que lui se retrouve en mode randonnée et qu'on fasse un bel Eiger 250. Voilà. Ta participation au Tour 2024, au Tour des Glaciers 2024, elle est suspendue à quoi là? C'est quoi là qui te... Je suis très nulle en décision. T'as pas encore décidé. Je vais te dire, j'ai tellement pas encore décidé que j'ai quand même gardé. Alors, au début, j'avais fait un tirage au sort pour la CCC en me disant je vais faire la CCC Tour des Glaciers. Sauf que je sais pas, quand je me suis inscrite au tirage au sort, je me suis trompée. J'ai mis UTMB. Donc, j'ai reçu le tirage au sort. Bravo, vous êtes sélectionné. Et là, je vais pour m'inscrire à la CCC. Je me rends compte qu'en fait, j'ai été tirée au sort à l'UTMB, mais parce que je me suis trompée. Donc là, je me dis quand même enchaîner UTMB Tour des Glaciers, c'est déraisonnable. Mais j'ai quand même fait l'inscription à l'UTMB avec une assurance annulation en me disant, je sais pas, on verra. Je sais pas, j'arrive pas à me décider. Il n'y a pas trop de... Alors, j'avais adoré la Swiss Peaks. J'ai envie d'y retourner. 660, c'est quand même chaud. Parce qu'en fait, sur la Swiss Peaks 660, donc je t'explique le concept, c'est une boucle. Et en fait, tu pars tout seul complètement en autonomie au départ de la Swiss Peaks 360, mais genre full autonomie. Là, il n'y a personne avec toi. T'es vraiment... Donc là, tu te fais 300 bornes. Et là, tu as une date de départ et une autre date de départ. Ce qui fait qu'en gros, c'est un peu un côté expédition. C'est-à-dire que c'est toi qui te manages. Et le départ est donné en même temps que la Swiss Peaks 360. Donc, en fait, les compteurs repartent à zéro au départ Au début, je trouvais ça nul. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que ça te montre comment tu manages ta fatigue, ton effort. Et après, je me dis, mais même si tu arrives avec un jour d'avance au départ de la Swiss Peaks 360, mais moi, je sais comment je suis le lendemain d'une course de 300 bornes. Donc, je vois pas comment tu peux repartir sur une course de 360. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que je suis prête aujourd'hui pour le faire? Je sais pas. Est-ce qu'il faut que je fasse le Tour? Je sais pas. Il faut que je me pose. Mais de toute façon, autant là, l'UTMB avec l'assurance annulation, ça a un coût. Mais le Tour des Glaciers a un coût énorme et la Swiss Peaks aussi. Donc, de toute façon, les inscriptions sont le 1er mars. Donc, le 1er mars, je peux pas prendre un dossard et ne pas le prendre parce que ça coûte 1500 balles. Voilà. Donc, je serai obligée de prendre une décision. Bon, écoute, on surveille ça avec attention. Qu'est-ce que je vais te poser un peu une question, pas un peu piège, mais qu'est-ce qui te pousse à vouloir allonger les formats? C'est vraiment cette notion de passer le plus de temps possible en montagne, c'est vraiment ça qui te drive? Oui, alors, je me dis pas dans ma tête, tiens, il faut que je l'allonge. C'est juste que c'est des formats de course qui se présentent, mais qui du coup me donnent envie parce que ça rallonge aussi la durée. Je trouve ça super cool. Ouais. L'Eiger, par exemple, tu vois, il va pas rajouter, c'est un autre défi. C'est parce que là, il va y avoir du balisage, et des ravitaux, mais moins souvent. Donc, ça va pas être non plus comme le Tour des Géants, par exemple. Et c'est assez technique aussi, puis c'est magnifique. Donc là, ça va être encore une histoire comme beaucoup de gens, de paysages, etc. Et le vivre en équipe de 2. Et puis, être un peu plus dans la performance, pour moi, en tout cas. Pas pour mon coéquipier, je pense, mais surtout pour moi. Très clair. Très clair. Bon, on va surveiller tout ça de près, Perrine. En tout cas, c'est un véritable bonheur de t'entendre partager tes expériences. Je tiens à dire quand même que c'est hyper, alors, je sais pas si courageux le terme, mais d'avoir validé la diffusion de ce film-là, sachant que t'étais pas réellement convaincu par après le visionnage. Ça va aussi, je pense, donner l'envers du décor, la vérité en ce qui concerne ces épreuves-là. Ah oui, là, il est honnête. C'est vraiment l'objectif. C'est ça que tu veux vraiment à travers ce film, c'est la vérité d'une épreuve comme ça.
Oui, je pense que c'est bien que les gens voient ce que c'est. Après, des fois, même moi, quand je sais même plus comment on peut évaluer la difficulté. La difficulté, tu as envie de dire aux gens, mais venez, là, vivez-le ce que c'est. Parce que moi, honnêtement, je savais pas avant ce que ça représentait avant de le faire, quoi. Donc, c'est difficile. On peut t'expliquer ce que tu veux. C'est comme quand je me suis inscrite à mon premier trail. Je faisais que de la route et je me suis inscrite sur un trail de 140 bornes et j'ai dit, je vais le finir en 20 heures. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais pas que t'es pas capable tant que tu n'as pas essayé, quoi. Et c'est le truc, genre, je suis tellement pas du tout au point sur un sujet que je ne sais pas que je suis pas au point. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, je suis tellement nulle que je suis pas que je suis nulle. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, si t'as pas l'expérience ou vécu, voilà, c'est l'acquis, quoi. C'est l'acquis. Et ce que j'avais peur avec le film, c'est que si t'as pas l'acquis, tu peux pas te rendre compte de la difficulté. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, du coup, tu n'auras trouvé ça débile. Mais en fait, je pense que c'est vraiment ma vision à moi et que le vidéaste a fait un excellent travail. En plus, les images sont folles et que c'est quelqu'un qui aussi s'intéresse à la personne et qui me connaît. Et voilà. Et donc, j'espère que, et là, l'idée, j'aimerais bien qu'on refasse un film, à deux cette fois, là, donc sur le défi de Lager, parce que je trouve que c'est bien de le faire à deux pour montrer deux personnages, deux personnalités. J'espère qu'il y aura une cohésion d'équipe. Et voilà. Très clair. En tout cas, oui, il me tarde de le voir. J'ai pas pu aller au Travail fait son cinéma cette année pour le moment, donc il me tarde de voir ça. J'ai vu quelques images là sur les réseaux, notamment il y a des extraits qui tournent et ça a l'air effectivement très très qualitatif. On salue Valentin qui a fait a priori et Samuel, tu dis, c'est ça la deuxième personne et qui? Oui, Comment s'appelle Samuel, le photographe, ouais. Voilà, on les salue et c'est a priori du super boulot. Ouais, ils sont très talentueux et surtout c'est des personnes extrêmement bienveillantes, humaines et des super coureurs. Très bien. Qu'est-ce qu'on te souhaite, Perrine, pour là on voit que ça a bien évolué d'un point de vue équilibre de vie général, pro, tout ça, donc ça c'est cool. Et qu'est-ce qu'on te souhaite là pour les mois, les années à venir? Pareil, de trouver mon harmonie. Voilà. Toujours voilà. pareil. Entre le travail et les aventures et d'arriver aussi à avoir ma famille et mes amis. Je vais terminer juste par te poser une question. En ce moment, c'est un sujet qui est très important pour le LTP. Je suis en train de réaliser un deuxième épisode sur la femme et le trail, et particulièrement l'ultra trail et les difficultés liées à tout ça, à la vie des femmes. Pourquoi il y a que 10%, 15% de participantes sur l'UTMB par exemple, etc. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur en ce moment. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ce sujet pour les femmes qui nous écoutent, qui voudraient éventuellement participer à l'ultra ou à du trail? Moi, je pense que il faut pas se poser aucune barrière. Je pense que les barrières peut-être qu'on se pose, c'est comme la femme, elle est plus occupée, elle a moins peut-être de temps pour s'entraîner, elle a plus de charges chez elle et du coup, elle n'ose peut-être pas trop se lancer parce qu'elle se dit je serai pas assez prête. Moi, je suis l'exemple probant qu'il n'y a pas besoin d'être. Bon, moi, je m'entraîne et j'ai pas d'enfant, donc c'est vrai que j'ai moins de charges mentales et tout ça. Mais je pense qu'il faut y aller, il faut se lancer et on est beaucoup plus endurante. Les femmes, elles abandonnent jamais normalement. Plus rarement, on va dire. Les femmes, elles sont. S'il y a bien quelqu'un qui sait ce que c'est de gérer 50 000 choses en même temps à gérer, c'est-à-dire la nutrition, le truc, les affaires, le matériel, le truc, et en plus de pas avoir dormi beaucoup, c'est là où on est plus forte. Donc, il y a de plus en plus de courses où les femmes commencent à s'aligner. Donc, et surtout sur la longue distance, il faut pas hésiter, quoi. Donc, pour moi, c'est un débat qui n'existe pas. Je peux te dire que là, sur le Tour des Glaciers, on était on était deux. Là, moi, j'étais la dernière nana debout, je crois. Il y avait une Américaine qui était incroyable, qui était je crois qu'elle était à la lead de la course et elle s'est fracassée la tête sur la fin là. L'année dernière, celle qui a gagné l'année dernière, elle avait été élitreuillée et elle revient, elle gagne. Enfin, tu vois, c'est des guerrières et c'est des nanas qui celle qui gagne tout le temps, elle est avocate, elle travaille à Gaza. Enfin, tu vois, c'est des nanas qui ont des boulots de fous, qui ont tous des familles, des machins. Et elles sont là et vraiment elles sont incroyables, quoi. C'est vraiment un truc de fou et tu te dis mais
waouh, franchement, et elles reviennent, tu vois. Celles qui étaient sur le podium, je crois qu'elles avaient toutes déjà sur le podium, je crois qu'elles avaient déjà toutes fait plus ou moins un tour des glaciers, qu'elles n'avaient pas réussi, et elles reviennent, elles y vont, quoi. Et elles ont tout abandonné après avoir fait une grosse chute, ou voilà. Donc moi, je trouve pour moi qu'on est plus performante, et puis on a j'ai l'impression que l'ego rentre moins en jeu, et donc du coup, si tu veux, les femmes, elles abandonnent pas parce qu'elles sont pas au ranking, au niveau du classement qui leur va, tu vois. Il y a plein de mecs qui abandonnent parce qu'ils vont finir en 46 heures. La femme, elle continue, elle va au bout, hein, elle est venue là. Et ça, on est beaucoup plus forte pour ça. On est beaucoup plus forte. Je dis pas qu'on n'a pas d'ego ni esprit de compétition, au contraire, surtout entre nous. Malheureusement, ça, c'est quelque chose qui il manque. Je m'inclus dedans, et je trouve que c'est vrai, quand on se fait un peu, on va plus facilement aider, on va moins facilement s'aider entre nous, les femmes, que sur une course. Je trouve ça, c'est un peu dommage, et je pense qu'il faut qu'on fasse toutes des efforts aussi à ce niveau-là. Très clair. Message passé, Perrine. En tout cas, c'est très inspirant ta pratique, ton histoire, et puis ta manière de partager. Je te remercie vraiment encore énormément d'avoir partagé tout ça au LTP, au micro du LTP. C'était un véritable plaisir. Merci beaucoup. On se revoit dans 4 ans. On se revoit dans 4 ans. Ouais, c'est comme les JO, ça. Ah ouais, voilà. Donnons-nous rendez-vous. Tous les 4 ans. Dans 2028, Perrine. À 2028, on se revoit. Voilà. Merci pour tout. J'en prie. Merci. À plus. Salut. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle conversation avec Perrine Fage, que je remercie encore une fois pour le temps qu'elle a accordé au Let's Try Podcast. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux et suivre un petit peu l'actualité, voir un petit peu ce qui se passe, n'hésitez pas à vous rendre sur Facebook ou Instagram sur Let's Try le podcast. Vous pouvez également me suivre à titre perso. Rendez-vous sur Nicolas Guilleneuf sur Facebook, LinkedIn, Instagram ou Strava. Et puis vous pouvez également aller sur les plateformes Apple Podcasts, Spotify pour noter et pour vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et n'hésitez pas également à parler du LTP autour de vous pour faire grandir la communauté. Et surtout, n'hésitez pas, si vous souhaitez vraiment aider financièrement le LTP, à vous rendre sur la plateforme patreon.com/Let's Try le podcast. Patreon, Patreon. J'espère te retrouver pour un prochain épisode du Let's Try podcast, et d'ici là, n'oublie pas, si tu penses que c'est impossible, fais-le pour te prouver que tu avais tort. Salut.